Alors, nous restons dans le même thème, les rhumatismes inflammatoires. Et comme nous le savons tous, l'avènement des biothérapies au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, ça a créé une révolution, tout un bouleversement, mais dans le sens positif du terme. Donc, ça a changé carrément le visage de ces rhumatismes inflammatoires. Tout a changé depuis. Les objectifs de notre prise en charge. On a des objectifs d'atteindre la rémission, un objectif ultime. On est aussi dans l'évolution même des stratégies thérapeutiques. On est à l'ère des stratégies. Le diagnostic doit être le plus précocement possible, traité aussitôt que possible et un traitement qui est intensif dès le début, mais aussi qui doit être vraiment contrôlé et de façon donc très stricte. Donc traiter tout, traiter de façon intensive, contrôler et suivre strictement nos patients et adapter bien sûr notre traitement à chaque cas. Tout ça, bien sûr, vers une prise en charge globale et multidisciplinaire de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, notre objectif, la rémission. La rémission, mais est-ce qu'il y a vraiment une seule ou plusieurs définitions pour la rémission? Nous allons le voir tout à l'heure. Sur le plan clinique, sur le plan structural, donc on doit empêcher les dégâts ostéo-articulaires. Sur le plan fonctionnel aussi. Pour cela, actuellement, on dispose de plusieurs outils, plusieurs médicaments, entre autres les biomédicaments qui ont montré leur efficacité, et bien sûr, tout en agissant dans des stratégies bien donc déterminées. Donc, pour répondre à cette question, faut-il interrompre une biothérapie, une anti-TNF ou une autre biothérapie? Normalement, on répondrait qu'il ne faudrait jamais arrêter un médicament qui marche, qui est efficace. Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'on va gagner? Peut-être oui, en termes de coût, puisqu'on sait qu'avec l'avènement des biothérapies, quand même, le coût de la polyarthrite rhumatoïde, ça a augmenté. C'est vrai que ce sont des médicaments qui sont efficaces, mais ça a augmenté un peu quand même les risques infectieux. Donc, va-t-on aussi minimiser les effets indésirables? Bien sûr, actuellement, le patient, il doit participer à sa véritable prise en charge. La volonté du patient va intervenir. Est-ce qu'on va perdre en efficacité? Ou il faut aussi s'interroger qu'après arrêt de ces biomédicaments, si jamais il y a une rechute, est-ce que la reprise du même traitement aurait ou va-t-il donner les mêmes résultats? Second gagné, réduire le coût. Oui, donc le coût a nettement augmenté par rapport au traitement de fond classique dans la polyarthrite rhumatoïde, donc un coût très important pour les biomédicaments. Dans cette étude, donc sur près de 1,1 milliard d'euros dépensés en 2012, les médicaments, la trithérapie classique n'a coûté que 36 millions, donc c'est très faible par rapport aux biomédicaments. Dans cette étude encore plus récente, les biomédicaments ont augmenté de 3 fois plus donc, le coût de la polyarthrite rhumatoïde par rapport aux patients qui ne sont pas sous biothérapie. Mais, comme nous le savons tous, il y a un coût direct à la polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est médicaments, hospitalisation, mais il y a aussi un coût indirect. L'APR, c'est une maladie qui peut entraîner un handicap fonctionnel important. Ça va retentir sur la vie professionnelle, sur les activités de la vie quotidienne, ça va donner donc des absentéismes, ça va entraîner donc des soins pour des maladies de longue durée, une perte de la productivité, certes. Donc, c'est vrai, un coût certainement augmenté, mais aussi, ces médicaments ont quand même amélioré la productivité de ces patients. D'ailleurs, dans cette étude, dans les 3 ans suivant l'installation de l'anti-TNF chez un patient souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde, il y a eu une reprise à 100% du travail chez 24% des patients dont la maladie n'évoluait que depuis moins de 5 ans. Donc, plus l'instauration de ces biothérapies était précoce, plus ça améliorait, bien sûr, la capacité fonctionnelle. Ça a diminué aussi les interventions en chirurgie orthopédique, et donc ça va par conséquent diminuer aussi le coût, et bien sûr la diminution du recours à des soins à long terme. Est-ce qu'on va aussi gagner en minimisant les effets indésirables? Ça, c'est un sujet de controverse. Donc, dans cette revue systématique de la littérature, c'est vrai, réduire versus continuer, ça a minimisé les effets indésirables. Ce n'est pas le cas donc, dans d'autres études. Parfois, donc, c'est controversé. Est-ce que ça diminue ou pas les effets indésirables si jamais on arrêtait les biothérapies? Là aussi, le patient, il a son rôle
donc, pour décider de l'arrêt des biothérapies. Il y a eu même donc, des études pour évaluer l'opinion du patient quant à l'arrêt des biomédicaments. Donc, c'est un questionnaire composé aux patients sur la satisfaction de sa PR actuelle, sur l'expérience avec les traitements biologiques, sa préférence, est-ce qu'il préférerait arrêter ou diminuer la dose, son sentiment quant à l'arrêt de ces biomédicaments, et est-ce qu'on va perdre de l'efficacité? Déjà, on peut perdre en efficacité même sous traitement. Donc, dans cette étude de vraie vie sur 5009 patients en arrêt d'un premier anti-TNF, déjà, chez 27%, il y a un échappement, un échec, même si on continue donc, le traitement par biomédicament. Et si jamais on a décidé d'arrêter, déjà la question d'arrêter va surgir d'autres questions. Quand est-ce qu'on va les arrêter? Quel serait le temps optimal? Comment les arrêter? Selon quel protocole ou quelle stratégie? Quelles seraient les conséquences, tant sur l'efficacité? Et s'il faut reprendre, est-ce qu'il y aurait plus de risques à reprendre? Quand est-ce qu'on va les arrêter? Normalement, en parlant d'arrêt, on parlerait de rémission. On va arrêter les biothérapies chez des patients qui seront en rémission. Mais de quelle rémission va-t-on parler? Est-ce qu'il y a une seule définition pour la rémission ou plusieurs? Une rémission clinique, une rémission structurale, donc sur le plan de progression radiographique, et la rémission, bien sûr, fonctionnelle. Il y a eu beaucoup de définitions pour la rémission. Il y a eu cette définition donc, de l'ACR. Un patient est en rémission clinique complète lorsqu'il satisfait au moins 5 de ces 6 critères. Le dérouillage matinal de moins de 15 minutes, l'absence de fatigue, l'absence de douleur articulaire, l'absence à l'interrogatoire ou à la mobilisation, l'absence de synovite, une VS qui est inférieure à 30. Ces critères ont été révisés, ils ont enlevé donc, le critère de la fatigue, sûrement parce que la fatigue peut être engendrée par d'autres causes. La définition selon les critères de l'EULAR, un patient est en rémission quand le DAS28 il est inférieur à 2,6. Est-ce qu'on va prendre le DAS28 ou le DAS44, puisque le DAS28 il ne prend pas en compte les articulations donc, des membres des pieds, ou encore aussi ces définitions de la FDA qui a composé donc, la rémission en rémission clinique majeure, rémission clinique complète et rémission. Selon la FDA, c'est après arrêt de tout traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et pour évaluer la rémission, on dispose actuellement de plusieurs indices d'activité, surtout le DAS28 qui est le plus utilisé. Il y en a aussi d'autres scores, le SDI, le CDI, de nouveaux critères de rémission ACR-ELAR aussi. Le Disease Activity Score, donc, il prend en compte seulement 28 articulations, donc il ne prend pas en compte les articulations des pieds. Donc, serait-il le DAS44 qui serait le plus performant? Ou encore le SDI et le CDI dans la formule, elle est plus simple que le DAS28. Il y a des définitions qui sont très strictes pour la rémission, là comme les critères stringents de l'ACR-ELAR. Donc on parle de rémission si on a moins d'une articulation gonflée, moins d'une articulation douloureuse, la règle de 1, que la CRP est inférieure ou égale à 1 mg par décilitre. Mais aussi, même en situation de rémission clinique, est-ce qu'on est sûr qu'on est aussi en rémission qui a plus de synovite, en rémission structurale? Ça, on va le voir. Ou encore, est-ce qu'on peut parler aussi non de rémission, mais de faible activité de la maladie, low disease activity? C'est pourquoi donc ils ont défini ce qu'on appelle la faible activité de la maladie, où on a 5 critères remplis sur 7, une douleur inférieure à 2, nombre d'articulations douloureuses inférieur à 1, nombre d'articulations gonflées inférieur ou égal à 1, un HAQ inférieur ou égal à 0,5, pour parler d'une PR plutôt de faible activité. Ces critères de la rémission, ils ont beaucoup de critiques. On n'a pas évalué la fatigue. Il y a beaucoup de subjectivité. Il y a l'évaluation générale du patient par le VA douleur. C'est plus subjectif. Pas d'évaluation structurale. Il peut persister une synovite résiduelle, même en rémission clinique, et ça ne peut être démontré que par échographie Doppler ou par IRM. Et bien sûr, controverse sur la valeur seuil du DAS28, inférieur à 2,6, inférieur à 2,2, pour définir la rémission. Dans tous les cas, la rémission, elle est plus souvent observée si la polyarthrite rhumatoïde est récente. On ne peut pas parler de rémission
qu'en l'absence de synovité clinique. Il faut toujours s'assurer de l'absence, bien sûr, de progression structurale. Donc, peut-être qu'il faut ajouter d'autres outils de mesure, l'échographie, l'IRM notamment. Selon les nouvelles recommandations de l'EULART 2013, en cas de rémission persistante après avoir donc diminué les corticoïdes, là, il n'y a pas beaucoup de controverses. On doit diminuer tout d'abord la corticothérapie jusqu'à l'arrêt. Donc, on peut considérer après une diminution du traitement de fond biologique. Et en cas de rémission persistante, la diminution des doses ou l'arrêt des traitements de fond classiques pourrait être envisagé. On va voir tout à l'heure si jamais on doit aussi arrêter le traitement de fond classique ou plutôt le garder. La rémission fonctionnelle, il y a eu beaucoup d'indices qui évaluaient l'atteinte ou l'impact fonctionnel de la polyarthrite rhumatoïde. Le plus utilisé et le plus qui a été corrélé à l'activité de la maladie, c'était le HAQ. Pour la rémission structurale, comme je vous ai dit tout à l'heure, même en état de rémission clinique, il persiste une évolution infraclinique structurale qui ne peut être détectée que par IRM ou échographie. Pour cela, donc, Working Committee on Rheumatoid Arthritis Remission, un groupe de travail, ACR, ELAR, OMERAC, 27 experts, donc, ont essayé d'analyser les critères et les valeurs seuil et ont essayé d'analyser l'association donc, à l'absence potentielle de progression structurale surtout et au pronostic fonctionnel, bien sûr, de la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont défini donc cette rémission, soit sur donc, une définition clinique, nombre d'articulations gonflées et douloureuses inférieures ou égales à 1, une VA douleur inférieure ou égale à 1 sur 10, CRP inférieur ou égal à 1 ou un SDI inférieur à 3,3 et il faut toujours absence de signes d'activité en échographie Doppler couleur et la durée c'est au moins 6 mois consécutifs. Maintenant, si jamais on a décidé d'arrêter le biomédicament, comment va-t-on l'arrêter? Quel protocole d'arrêt? Est-ce qu'on va arrêter tout d'un coup ou diminuer les doses, voire pour certains médicaments, espacer les injections? Il y a eu beaucoup d'expériences d'arrêt, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde établie, avec la plupart des agents biologiques, les anti-TNF, les autres, les anti-IL6. Le premier essai d'arrêt de l'étanercept, c'était un essai contrôlé randomisé, arrêt d'étanercept à 6 mois de rémission, et 60% des patients sont en rémission durable après 6 mois d'interruption de leur traitement anti-TNF alpha. Dans cette étude, où 114 PR établis étaient traités par infliximab associé au méthotrexate et ils étaient en rémission depuis au moins 6 mois. C'était quand même des PR actifs à l'initiation de l'infliximab. Et après arrêt de l'infliximab, il y a eu maintien d'un DAS28 inférieur à 3,2, donc à 1 an, chez 56 patients, quand même une faible activité de la maladie, et reprise évolutive de l'APR chez 46 patients où on a dû reprendre l'infliximab. Chez les patients qui ont rechuté, c'était des patients plus âgés, c'était des PR plutôt plus anciennes et bien sûr, ils avaient un score de Sharp, une évolution structurale, comme un score élevé. Pour cette étude, pour l'adalimumab, donc c'est une étude à propos de 197 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde établis, traités par l'association adalimumab méthotrexate, 69 patients en rémission depuis plus de 6 mois, l'arrêt de l'adalimumab chez 51 patients suivis à 6 mois, les facteurs qui étaient associés à une rémission persistante après l'arrêt du biomédicament, c'était le jeune âge, la rapidité d'obtention de la rémission et bien sûr un HAQ et un DAS28 faible à l'arrêt du traitement. Pour l'étude HONOR, donc le DAS28 lors de l'arrêt était associé au risque de rechute à 1 an après l'arrêt et paradoxalement, il n'y avait pas de progression structurale à 1 an. Donc la rémission persiste chez moins de 50% des patients à 1 an après l'arrêt de l'adalimumab, mais pas de risque ou peu de risque structural. Pour cette étude ADMIR, c'est un essai randomisé en Suède à propos de 31 PR établis, traités par méthotrexate et adalimumab à dose stable depuis plus de 3 mois. Ils ont essayé l'arrêt de l'adalimumab après 3 mois donc, de rémission, l'évaluation à 28 semaines, et il existait vraiment un risque très important de rechute de la polyarthrite rhumatoïde quand il est arrêté
seulement à 3 mois. Donc ce délai semble insuffisant pour pouvoir décider de l'arrêt de la biothérapie. Pour le rituximab, la possibilité de rémission prolongée après une cure de rituximab, en moyenne en retraite à 9 mois, possibilité de rémission prolongée peut atteindre jusqu'à plus de 2 ans. Pour l'abatacept, donc là, cette étude à propos de 51 PR traités par abatacept avec ou sans méthotrexate, l'arrêt de l'abatacept, donc on définit une rechute si jamais on aura un DAS28 CRP supérieur à 2,7 ou une progression structurale. Et là, après plusieurs années aussi, comme donc, on va voir le tocilizumab, l'arrêt de l'abatacept est associé à une reprise évolutive de l'APR dans près de 60% des cas. Pour le tocilizumab aussi, chez ces patients atteints de 187 PR en rémission DAS28, durée de la maladie quand même plus de 7 années, l'arrêt de tocilizumab est suivi jusqu'à 1 année après l'arrêt. Donc les facteurs prédictifs de rémission, c'était surtout des taux initiaux bas d'IL6 et de MMP3, et comme avec l'abatacept, même après plusieurs années de traitement, l'arrêt du tocilizumab, il est associé à une reprise évolutive chez plus ou près de 60% des patients. Qu'en est-il plutôt de l'arrêt, mais des réductions des doses, l'étanercept par exemple, au lieu de 50 mg par semaine, 25 mg par semaine ou arrêt. Dans cette étude, donc chez des PR établis, un essai de stratégie de décroissance chez 606 patients atteints de PR en faible activité. Donc ça a été divisé en 3 bras, les patients qui ont gardé la dose totale, chez des patients qui ont reçu 25 mg par semaine d'étanercept avec méthotrexate et chez des patients chez qui on a arrêté le biomédicament. Donc, comme on le voit ici, il y a une grande différence entre les patients qui ont seulement arrêté avec décroissance de la dose par rapport à ceux où on a arrêté l'étanercept. Donc, la réduction des doses serait donc meilleure et moins pourvoyeur de rechute que l'arrêt direct de l'étanercept. Là aussi, pour l'évolution structurale, donc chez les PR de faible activité depuis 6 mois, l'arrêt de l'étanercept carrément, il est donc associé à une moins bonne réponse clinique, mais aussi à une progression structurale plus importante. Là, chez des PR récentes, arrêt ou diminution de l'adalimumab. Là aussi, pour les patients qui ont directement arrêté l'adalimumab et ont gardé le méthotrexate, chez les autres où on a espacé les injections d'adalimumab, là aussi, donc, le pourcentage de rechute, il est moindre chez les patients chez qui on a espacé les injections. Dans l'étude STRAS, chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde établie, traités par anti-TNF depuis au moins 1 année, en rémission depuis au moins 6 mois, on a essayé de démontrer l'équivalence en termes d'activité de l'APR par 2 stratégies de traitement. Soit on maintient le traitement à l'identique, le bras M, versus la décroissance du traitement anti-TNF par espacement progressif des injections, c'est le bras D. Les critères d'évaluation, c'est essentiellement le niveau d'activité clinique, le DAS28, ou la progression structurale. Donc, c'est des PR chez des patients, bien sûr, âgés de plus de 18 ans, ayant un traitement de fond conventionnel associé à l'anti-TNF, des PR en rémission, donc un DAS28 inférieur ou égal à 2,6 depuis au moins 6 mois, avec absence de progression dans l'année qui précède l'arrêt du traitement. Donc, des patients qui ont maintenu la dose de traitement. Le bras D, c'est la décroissance selon 4 paliers, que ce soit pour l'étanercept ou pour l'adalimumab. Et là, on voit donc qu'il y a une activité de la maladie au cours des 18 mois, donc il y a quand même un pourcentage de rechute avec la décroissance par rapport au maintien, mais c'est toujours moindre que si jamais on arrêtait. Pour la progression structurelle, il n'y avait pas eu vraiment donc, de progression radiographique après 18 mois d'arrêt de biomédicaments. Dans cette revue aussi de 25 études sur la réduction de dose, le tiers des patients atteints de PR en faible activité de la maladie ou en rémission peuvent réduire leur traitement sans rechute à 12 mois et une diminution des doses des anti-TNF serait meilleure que leur interruption. Donc, réduction de dose possible, la rechute, c'est vrai que ça peut être, mais c'est un risque un peu plus faible, moins élevé qu'avec l'arrêt, et surtout,
un risque de progression structurale qui est moindre qu'avec l'arrêt. Quel PR va-t-on viser pour arrêter le biomédicament, la PR établie ou la PR récente? Dans ces expériences d'arrêt de la biothérapie dans la PR récente, le moindre risque de rechute qu'avec la PR établie. Existe-t-il des facteurs prédictifs de maintien de la rémission à l'arrêt des biothérapies? Oui, c'est surtout des patients qui avaient donc un DAS28 initial qui est faible à l'arrêt du traitement, qui ont un meilleur pronostic si jamais on arrêtait le biomédicament. De même aussi, ces indices d'activité, que ce soit le DAS28, le CDI, le HAQ pour l'atteinte fonctionnelle, la CRP, chez les patients qui ont des anti-CCP fortement positifs, ils nécessitent un suivi plus strict puisqu'ils sont à haut risque de faire des rechutes après arrêt du traitement biologique. Avec le traitement biologique, après arrêt, est-ce qu'on doit arrêter aussi le traitement de fond classique, méthotrexate ou autre donc, traitement de fond classique? Là, comme on le voit dans la PR récente, chez les patients chez qui aussi on a arrêté le traitement de fond classique, un haut taux de rechute que chez ceux chez qui on a gardé le traitement de fond classique. De même aussi dans la PR établie. Si jamais on a arrêté et qu'on doit reprendre en cas de rechute le biomédicament, est-ce qu'il y aurait d'autres risques à encourir? La réintroduction du biomédicament, elle doit être immédiate lors de la rechute. Si jamais c'est précoce, c'est à moins, donc à plus l'effet d'efficacité que si jamais on retardait la reprise du biomédicament à la rechute. Donc, on va gagner en termes de coût, peut-être, mais comme on a vu tout à l'heure, avec les biomédicaments, c'est vrai qu'on gagne en termes de productivité et d'atteinte fonctionnelle dans la polyarthrite rhumatoïde. On va perdre en termes d'efficacité, oui, mais moindre en diminuant les doses ou en espaçant les injections. Sur le plan aussi progression structurale, le mieux c'est en décroissant ou en espaçant les injections. On a un moindre risque de progression structurale après l'arrêt de l'anti-TNF. Donc, on vise essentiellement les PR récentes, c'est moindre risque de rechute après arrêt du biomédicament. La rémission, ça ne doit pas être que clinique, mais aussi échographique. Une rémission prolongée depuis au moins 6 mois. Certains auteurs vont jusqu'à 12 mois après donc rémission, mais ce n'est pas validé. Et bien sûr, avec une atteinte fonctionnelle qui ne soit pas très importante. Diminution progressive et arrêt des corticoïdes dès le début, ça, tous les auteurs donc, sont d'accord. Préconiser la diminution des doses du biologique, voire l'espacement, tout en contrôlant bien sûr aussi par l'échographie Doppler si jamais il y a une synovite résiduelle, surtout si la polyarthrite rhumatoïde est ancienne. Éviter l'arrêt, essayer de garder quand même le traitement de fond classique, ça va diminuer le taux de rechute après arrêt. Les patients présentant des anti-CCP positifs justifient une surveillance plus étroite et place de l'imagerie, c'est à définir aussi pour décrire la rémission. Donc, en pratique, réduire, voire interrompre une biothérapie chez un malade en rémission, et cela, c'est d'autant plus possible que ça a été pris en charge très tôt, donc que la rémission elle a été plus rapide. La valeur du DAS28, le mieux, c'est inférieur à 2,6, surtout c'est les PR qui sont anti-CCP positifs. Le délai de rémission, il doit être suffisant, pas moins de 6 mois en moins. L'écho Doppler, ça semble être supérieur que le DAS28 pour identifier les PR en rémission, chez lesquels on peut proposer une interruption de la biothérapie. Le suivi de ces malades après interruption, c'est vraiment un suivi plus strict pour pouvoir essayer de réinstaurer le traitement si jamais il y a une rechute de façon très précoce. L'instauration très précoce, bien sûr, dès le début des biothérapies après échec de méthotrexate, ça, c'est un garant d'efficacité et aussi de bonne réponse à l'arrêt. Et en cas de rechute, l'essentiel, c'est de le reprendre immédiatement. Ça permettra de remettre le malade en rémission. Reste donc à se demander quel est le traitement le plus efficace pour maintenir cette rémission après l'arrêt de la biothérapie, méthotrexate seul ou association méthotrexate et autres traitements de fond classiques. Donc, ça reste à définir. Et je vous remercie.